Bonjour et bienvenue dans Audition Publique. Toute l'équipe, évidemment, d'Audition Publique vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2023. Une année qui commence sur les chapeaux de roue avec la réforme des retraites présentée demain par Elisabeth Borne. Quelle sera la position finale du parti LR? Ce sera déterminant pour le gouvernement et sans doute aussi pour l'avenir de la droite. Bonjour Aurélien Pradié. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 36 ans. Vous êtes député du Lot, actuel secrétaire général des Républicains, arrivé 3e dans la course à la présidence du parti derrière Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Éric Ciotti qui s'apprêterait à vous nommer, Aurélien Pradié, vice-président délégué, ce qui ferait de vous le numéro 2. Curieux attelage, pourrait-on dire, avec Éric Ciotti, puisque vous refusez jusqu'à maintenant qu'on touche à l'âge légal de la retraite quand lui serait prêt à voter le recul à 64 ans étalé sur 10 ans. Aurélien Pradié, serez-vous un facteur de division chez LR? Ou alors avez-vous mis de l'eau dans votre vin? On aimerait le savoir évidemment à la fin de cette émission. LR assurera-t-il une majorité au gouvernement? La réforme des retraites, ce sera le plat de résistance, si vous me permettez, de l'émission, mais pas seulement. Au menu, il y aura évidemment d'autres sujets que vous traiterez dans quelques instants avec Brigitte Boucher et Tam Tranui. Marion Mourgue, qui est sans doute une des meilleures expertes de la droite, grand reporter au Figaro, vous posera des questions sur précisément l'avenir de la droite. Vincent Roux vous posera des questions d'actualité. Et enfin, vous avez accepté, et on vous en remercie, un débat avec Pierre Laurent, sénateur communiste. Mon petit doigt me dit qu'elle reviendra aussi sur cette question des retraites et les importantes. La voterez-vous, cette réforme? D'abord, sur le fond, Aurélien Pradié, permettez-moi une petite question. Êtes-vous toujours opposé à ce qu'on touche à l'âge légal par principe ou êtes-vous prêt à évoluer sous certaines conditions? J'ai des convictions que je n'ai pas abandonnées, que j'exprimais souvent de manière constante et il n'y a aucune raison que je revienne sur ces convictions-là. Quelles sont ces convictions? J'ai dit depuis le départ que l'âge légal ne devait pas être l'alpha et l'oméga. J'ai dit d'ailleurs que toucher seulement à l'âge légal était une aberration, ça ne suffisait pas à réformer les retraites. J'ai dit que ce n'était pas un totem, l'âge légal, c'est ce que la Première ministre a dit il y a quelques semaines. Et donc je vous confirme... Elle a dit que 65 ans n'était pas un totem. Oui, mais moi je considère que l'âge légal n'est pas un totem. Et la vérité c'est que je n'ai pas changé d'avis. Dès lors qu'on se contenterait d'une réforme des retraites par le seul âge légal, on aurait une réforme absolument bancale. Et donc oui, toute réforme des retraites qui ne passerait que par le report de l'âge légal serait injuste et inefficace. Voilà pourquoi, dans la discussion que nous allons avoir, je vais tracer les lignes rouges qui sont les miennes, que j'ai toujours exprimées constamment, sur lesquelles j'ai retravaillé avec mes collègues députés aussi, les Républicains, pour que nous puissions faire corps ensemble. Et j'aurai, dans les jours qui viennent, et y compris ce soir, l'occasion de dire quelles sont les limites que je ne souhaite pas franchir. Il y a une règle simple. Pour moi, ce qui doit primer, c'est la durée de cotisation. À partir de là, tout est ouvert. Voilà, Brigitte Boucher et Tam Tranui, je pense, vont effectivement explorer la question ainsi que Marion Mourgue. Ça sera très intéressant de connaître vos lignes rouges. Mais est-ce que je déforme votre pensée si je dis qu'à certaines conditions, vous pourriez accepter qu'on touche à l'âge légal? Comprenons-nous bien. Quel est le problème de l'âge légal? Le problème de l'âge légal est le report de l'âge légal va punir celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Je veux que la droite, et pas seulement la droite d'ailleurs, que nous défendions dans ce pays plus fortement les travailleurs. Prenons l'exemple simple de celui qui aura commencé à travailler à 20 ans. Si demain on allonge l'âge légal à 64 ans, ou 65 ans, mais même 64 ans, il va devoir travailler 43 annuités de cotisation. Allez donc jusqu'à 63 ans, c'est la réforme Touraine aujourd'hui. Celui qui aura commencé à travailler à 20 ans, on va raisonnablement lui demander de travailler une année de plus pour financer le système. Je considère que c'est injuste. Vous serez attentif aux carrières longues et vous allez nous dire plus que comment à faire en sorte que la durée de cotisation, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, prime sur l'âge légal, je vous l'expliquerai. Mais pardon, je suis un peu entêtée, mais je n'irai pas au-delà, mais je repose ma question simplement qu'on puisse comprendre quelles sont vos bornes. Si les conditions pour vous sont remplies, de protéger tous ceux qui pourraient être touchés par l'âge légal, est-ce que, si ces conditions sont remplies, vous êtes d'accord? Mais nous en sommes encore un peu loin. Il y a encore un long chemin. Il y a un chemin. Mais bien sûr. On peut trouver un chemin. Mais dès lors que la réforme qui serait portée serait celle que je défends depuis des années, oui. Mais pardon de vous dire que sur ce sujet, les détails ne sont pas des détails, ils sont essentiels. Et dans les lignes rouges que je fixerai tout à l'heure, qui ne sont pas des lubies, qui sont des vraies convictions pour respecter les travailleurs, le compte n'y est pas aujourd'hui. Et si le compte n'y est pas, Elisabeth Martichoux, il n'y a aucune raison que je vote une réforme injuste à laquelle je ne croirais pas. Mais si le compte y est, voter cette réforme, ce serait passer un accord avec le gouvernement? Mais le cœur de la politique, c'est de faire
en sorte que ses propres idées s'imposent aux autres. Si les idées que je porte avec mes amis, d'ailleurs je ne suis pas le seul à le faire, demain s'imposent dans cette réforme, alors tant mieux. Je mets en garde, y compris ma propre famille politique. Il n'est pas question que par cette réforme des retraites, nous rentrions dans quelque accord de gouvernement que ce soit. Et je crains que certains qui nous veulent du mal tentent de faire en sorte que nous ayons un accord un peu rapide sur cette réforme des retraites. Certains chez vous? Pas chez nous seulement, mais ceux qui veulent partir en Macronie un peu vite, peut-être la Macronie elle-même, espérer que nous ayons ici un accord de gouvernement. Ça, c'est de bonne guerre que la Macronie espère un accord avec vous. Oui, mais nous n'en voulons pas. Elle a un enjeu, c'est sa réforme. Il faut donc que nous-mêmes, nous fixions des règles très claires qui fassent que demain, si nous avons obtenu des choses, c'est dans l'intérêt des Français et certainement pas pour signer un pacte politique que je refuserai toujours. Est-ce que vous regrettez l'expression d'Éric Ciotti hier? Est-ce que la façon dont il semble d'accord pour, je vais dire pactiser, il ne serait pas d'accord avec ma formulation, mais trouver un accord, est-ce que vous regrettez qu'il soit sorti du bois hier sur ce ton-là? Éric Ciotti est dans son rôle de président de parti. Et c'est normal que lui-même trace un premier chemin. Nous aurons demain une réunion de groupe. J'ai moi-même rediscuté avec Éric. Ça, il est beaucoup plus ouvert que parfois on peut l'imaginer. Et sur des sujets comme cela, nous avons des convictions communes. À chacun de faire en sorte que nous obtenions... Pour l'instant, vous n'êtes pas sur une ligne commune, non? Non, mais nous allons y venir. Lorsque Éric Ciotti et mes amis disent que ceux qui ont commencé à travailler tôt doivent finir tôt, alors nous sommes sur la même ligne. À moi et à d'autres de mes amis qui avons toujours défendu ces convictions, de mettre sur la table des choses concrètes. Parce que pour l'instant, on est un peu au stade de la littérature. Vous serez celui qui veille sur les lignes rouges dans cette affaire, par rapport à ceux qui voudraient éventuellement aller plus vite sur l'accord. Mais les lignes rouges, ce sont mes convictions. Celles auxquelles j'ai toujours cru et auxquelles je crois encore. Lesquelles? En face de vous, Brigitte Boucher et Tam Tranui. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Aurélien Pradié. Toutes les deux. Alors on entre dans le vif du sujet et le détail. Oui, alors Aurélien Pradié, vous venez de dire que nous allons venir sur une ligne commune avec Éric Ciotti. Est-ce que finalement, il n'y a pas un deal pour cette place de numéro 2 des Républicains? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas entendu et vous allez y arriver finalement à trouver une position commune chez les LR? Vous trouvez que j'ai un tempérament de dealer? Franchement, c'est pas vraiment de tempérament qui est... Non, mais je vous trouve moins ferme sur l'âge légal que vous n'avez pu être auparavant. Non, je suis tout à fait conforme à ce que j'ai dit. J'ai toujours dit une chose simple que je continue à dire, y compris durant la campagne, que je voulais que ceux qui ont commencé tôt finissent tôt. Que je refusais catégoriquement que par le seul âge légal on porte cette réforme des retraites. Dès lors que demain nous obtiendrions dans cette réforme-là des lignes rouges qui sont catégoriques pour moi et pour mes amis. D'abord, la revalorisation des petites retraites. J'insiste sur ce point. Les nouveaux entrants en retraite, les 1 200 € garantis, mais aussi celles et ceux qui sont déjà en situation de retraite. Ça, c'est une condition préalable? C'est pour moi une condition sine qua non. Pour les carrières pleines? Pour les carrières pleines, évidemment. Pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, il n'est pas question d'avoir encore dans notre pays des retraites indignes inférieures à 1 200 €. Vous savez combien ça coûte ou pas d'étendre la mesure des 1 200 € On est en train de l'évaluer. C'est au-delà d'1 milliard d'euros. Mais la vérité, oui. Mais la vérité, c'est que c'est un enjeu de justice et de dignité absolument fondamental. Je le vois tous les jours. Ça représente combien de personnes? Parce qu'il y a 5 millions de personnes qui n'ont pas la retraite à 1 000 €. Mais pour que ce soit des carrières pleines, on sait que ça représente relativement peu de monde. Pour être tout à fait honnête, les chiffrages sont difficiles à avoir. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu, il est plus pour celles et ceux qui sont déjà en retraite que pour celles et ceux qui vont y entrer. Parce que la génération de mes parents et de mes grands-parents sont ceux qui ont été le plus soumis à des carrières hachées, pas toujours déclarées, parfois des niveaux de revenus très bas. La vérité, c'est que progressivement dans notre pays, le temps de travail, la protection sociale à évaluer, et donc les nouveaux entrants seront en réalité plutôt aux 1 200 €. L'enjeu, il est pour celles et ceux qui sont déjà en retraite. Moi, je ne transigerai pas, d'ailleurs, Éric Ciotti non plus. Le deuxième préalable pour moi sont les carrières des femmes. Nous en parlons peu, mais la réforme des retraites, notamment celle-ci, va être très injuste pour les femmes, dont le niveau de salaire est globalement plus bas durant toute leur carrière par rapport aux hommes, et qui rentrent dans la vie active plus tard parce qu'elles ont des enfants et elles élèvent leurs enfants et elles fondent des familles. Elles ont des carrières hachées. Elles ont des carrières très hachées. Et pour l'instant, nous n'avons pas de solution. Je souhaite donc être très précis. Je souhaite demain que le congé parental soit totalement pris en compte dans les cotisations retraite. Je souhaite aussi que pour chaque enfant... Ça, c'est nouveau, mais c'est d'ailleurs dans le projet du gouvernement. Et ça, vous le déposerez par un amendement? Vous le déposerez par amendement? On fera un amendement. Si c'est dans le projet du gouvernement, tant mieux, nous le soutiendrons. Mais je ne lâcherai pas sur ce sujet parce que c'est absolument fondamental. J'ajoute un troisième point. Ce troisième point, c'est de m'assurer que toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans bénéficient ou du régime de carrière longue. C'est le cas aujourd'hui pour ceux qui ont commencé avant 18 ans ou avant 16 ans. Mais nous avons un problème. Nous avons un problème avec ceux qui seront à l'âge de 20 ans,
qui auront commencé à cotiser à 20 ans, qui auront 43 annuités de cotisation comme la réforme Touraine le nécessite aujourd'hui, qui pourraient donc finir leur carrière professionnelle, prendre leur retraite à 63 ans. Avec un report de l'âge légal, injustement, on va demander à ceux qui travaillent le plus dur de travailler une année de plus pour les autres. C'est insupportable. Et voilà la raison pour laquelle je propose au gouvernement que nous avancions sur ce sujet. Je souhaite que la durée de cotisation l'emporte sur l'âge légal pour tous ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Et c'est pour moi une condition fondamentale. C'est au fond, Elisabeth Martichoux, vous m'interrogiez tout à l'heure, ce que j'ai toujours dit, si la durée de cotisation écrase l'âge légal, alors il n'y a plus de sujet avec l'âge légal. C'est ce qui permettrait de mieux respecter les formes. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'âge légal pour vous ? Maintenons-nous sur la durée de cotisation de la réforme Touraine. C'est l'horizon des 43 annuités. Alors vous n'êtes plus sur les 45 ans, parce qu'à un moment vous étiez sur 45 ans de cotisation. Non, je n'ai jamais été sur les 45 années de cotisation. J'ai toujours dit que c'est la durée de cotisation qui devait l'emporter sur l'âge légal. Et aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il y a un creux entre ceux qui peuvent bénéficier des carrières longues, qu'il faut améliorer. Je ferai des propositions moi-même et mes amis. Mais on voit bien qu'au fond, dans cette réforme, il y a une astuce. L'astuce, c'est de faire payer la réforme des retraites à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Et ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans sont les catégories les plus populaires, les plus travailleurs. Je refuse que cette réforme des retraites tape sur les travailleurs. Voilà pourquoi je pose cette proposition sur la table. Je l'ai fait en décembre auprès de mes amis députés Les Républicains. Je le ferai demain en réunion de groupe. Et pour moi, c'est une ligne rouge. Vous avez parlé tout à l'heure d'un accord de gouvernement. Vous n'en voulez pas. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait un accord de gouvernement, même si la droite et Renaissance, la majorité, se rejoignent sur cette réforme. Si c'est un texte budgétaire, un PLFSSR comme on dit, un texte budgétaire, ça veut dire quoi ? Que si on vote ce texte, on est dans la majorité. Si on ne le vote pas, on est contre ? Je souhaite simplement que nous mesurions à quel point une réforme des retraites, ce n'est pas une réforme paramétrique comme une autre. La réforme des retraites, c'est un vrai sujet de société, c'est une vraie réforme de société qui va changer la vie de nos concitoyens. Mais la voter, c'est s'inscrire dans la majorité pour vous ? Voter une réforme des retraites avec laquelle nous aurions des points de désaccord majeurs, parce qu'on considérait qu'il faut la voter pour je ne sais quelle raison d'affichage politique. Alors oui, c'est faire en sorte que nous participions à une réforme injuste. Je refuse. De cohérence. Non, on rappelle que les précédents candidats à la présidence de la République LR ont tous plaidé pour un recul à 65 ou 64 ans. Pas tout à fait tous, Elisabeth Martichoux. Les deux derniers candidats qui l'ont fait ont perdu. Et lorsque je porte... Pour cette raison-là ? Entre autres. Vous pensez que François Fillon a perdu la présidentielle sur les retraites ? Je pense que lorsqu'on résume une réforme des retraites au report de l'âge légal, on va pénaliser celles et ceux qui travaillent dur dans notre pays. Et si la droite, vous le voyez bien, progressivement depuis des années, s'est éloignée des catégories populaires, de celles et ceux qui produisent le plus d'efforts pour notre pays, c'est aussi à force d'avoir des réformes qui n'étaient que techniques. Alors oui, nous pourrions avancer sur cette réforme des retraites, mais voyez-vous, les trois conditions que j'ai posées là, elles sont déjà absolument majeures. Et je le dis à Elisabeth Borne, à mon nom et au nom de plusieurs de mes collègues, je l'ai dit à Éric Ciotti d'ailleurs, sur ces sujets-là, si nous voulons avancer sur cette réforme, il va falloir aller plus loin. Première question, vous êtes combien sur cette ligne au sein du groupe LR à l'Assemblée aujourd'hui ? Je pense que nous sommes très majoritaires. Et d'ailleurs, même Éric Ciotti... Très majoritaire ? Oui. Sur votre ligne ? Pour une raison simple, c'est que lorsque, y compris le président de notre famille politique, dit qu'il ne veut pas que celles et ceux qui ont commencé tôt soient les dindons de la farce, il a raison. La proposition que je fais, elle vient concrétiser tout cela. Parce que vous voyez, depuis quelques jours, on lance des grandes phrases. On dit qu'on veut un geste pour les petites retraites. Non, pas un geste. On veut que les petites retraites actuelles soient à 1 200 €. On dit qu'il faut mieux prendre en compte les carrières longues. Non, soyons précis. Il faut que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans aient une prime qui est liée à la durée de cotisation. Vous avez la durée de cotisation, vous pouvez continuer si vous le voulez, vous aurez une majoration, mais on vous permet aussi de vous arrêter. Je vais insister sur ce point. J'ai souvent cité ce chiffre et ça m'étonne qu'il ne soit pas plus cité. 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est ce que nous consacrons chaque année à financer des pensions d'invalidité. Les pensions d'invalidité, elles ne sont pas liées seulement à des abus. Elles sont liées majoritairement à des femmes et des hommes qui ont commencé à travailler dur et tôt et qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. J'ai pris durant la campagne interne des Républicains l'exemple de mon frère Boulanger. Les boulangers sont très on en parle beaucoup sur le feu de l'actualité en ce moment. Comment voulez-vous expliquer à mon frère qui se lève à 12h30 tous les matins pour aller bosser, qui a commencé à cotiser à 20 ans, que demain il va devoir cotiser davantage pour le système? C'est pas possible et ce n'est pas conforme, pour revenir à ce que vous évoquiez, Elisabeth Martichoux, à l'idée que je me fais d'une droite qui respecte la valeur travail.
fond, ce que je dis est très cohérent avec ce que vous On y avez reviendra avec Pierre-Laurent. Les seniors, peut-être, Oui. parce que c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, le gouvernement envisage de mettre en place un index sur l'emploi des seniors, sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Mais c'est très insuffisant. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau thermomètre? Non. Enfin, on connaît la situation. Nous sommes un des pays d'Europe dans lequel le taux d'emploi des seniors est un des plus bas. C'est d'ailleurs tout l'enjeu. Lorsque je dis que le seul report mécanique de l'âge légal ne suffit pas, c'est parce que c'est illusoire de croire qu'avec la seule mesure de l'âge, on va faire travailler les Français plus longtemps. Donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut sanctionner les entreprises qui ça ne suffira pas. Se débarrassent des seniors? Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais il faudrait le faire quand même. C'est deux choses. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les seniors puissent travailler plus longtemps. Et donc aménager les fins de carrière. Faire en sorte que, et ça existe dans d'autres pays d'Europe, on puisse travailler un peu moins sur la fin de sa carrière, continuer à cotiser pleinement et être une ressource nouvelle pour les entreprises. Sortir du travail en sifflet. C'est ce que font plusieurs de nos voisins européens qui fonctionnent très bien. Parce qu'un des défis de cette réforme des retraites, c'est qu'on pourra toujours éternellement reporter l'âge légal. Si l'écart entre l'âge légal et l'effectivité de la fin du travail est toujours aussi grand, ça ne sert à rien. Deuxième chose. Mais l'âge légal, si on repousse l'âge légal, mécaniquement, ça repousse l'âge de départ. Non, pas totalement en réalité, puisque lorsqu'on vérifié dans les dernières réformes. Oui, c'est très marginal. Parce que les entreprises anticipent. Mais s'il n'y a pas de manière massive, la meilleure manière de faire en sorte que nous puissions sauver notre système de retraite, c'est de s'assurer que lorsqu'on est en bonne santé, en pleine forme, on travaille davantage. Voilà pourquoi, dans le brouhaha ambiant, j'ai proposé en décembre que la droite travaille sur la semaine de 38 heures, au lieu des 35 ou 36 heures travaillées aujourd'hui, sur 4 jours. Ce qui correspond pour moi à l'effort nécessaire de travailler davantage, donc de cotiser davantage, mais aussi à l'aménagement du temps de travail à la société que nous connaissons aujourd'hui. C'est conforme à deux objectifs, travailler plus et travailler mieux. J'ajoute un point. On oublie de dire que pour mieux financer notre système de retraite, il va falloir faire aussi le ménage dans tous les régimes spéciaux, dans la disparité qu'il y a entre le régime du public et du privé. Je suis favorable à ce qu'on ait la même règle entre le privé et le public. Vous supprimez quoi? Je souhaite que ce soit les 25 dernières années qui comptent. Mais ça veut dire qu'il va falloir aller voir nos amis, nos fonctionnaires, en leur disant que désormais, les primes devront être intégrées à leur salaire. Et que si ces primes-là sont intégrées à leur salaire, alors on va pouvoir leur demander un effort supplémentaire qui est d'être calé sur les 25 dernières années, comme dans le privé. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la clause du grand-père, qui est que cette réforme ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants? Nous avons besoin de justice dans cette réforme-là. Et il faut donc que nous allions très au-delà de la clause du grand-père, parce que les régimes spéciaux sont aujourd'hui des régimes qui nourrissent une injustice ou un sentiment d'injustice. Faisons en sorte aussi, pardon d'insister, qu'il y ait moins d'emplois vacants. Les 4 à 500 000 emplois vacants que nous avons dans les secteurs en tension, ce sont autant d'emplois qui ne sont pas cotisés. Alors, on clôt provisoirement le sujet des retraites, on y reviendra évidemment tout à l'heure, notamment avec Pierre-Laurent. On va parler de l'énergie, on va parler de l'exécutif qui a promis au TPE un prix plafond pour l'électricité de 280 € le mégawattheure. Est-ce que tous les boulangers du Lot sont sauvés avec cette mesure? Non, ils en sont très loin, les boulangers, les restaurateurs, tous les artisans. Qu'est-ce qui vous dit votre frère? Il me dit que sa facture d'électricité va être insupportable dans les mois qui viennent. Malgré ça? Mais bien sûr. Ce n'est pas une hausse raisonnable, comme le disait Emmanuel Macron la semaine dernière? Non, c'est une folie. Rendez-vous compte qu'il y a des contrats aujourd'hui de fourniture d'électricité qui ont été multipliés par 20 à 30. Oui, mais là, 280. Justement, il s'agit de les renégocier. L'État prend partiellement en charge. Ça ne suffira pas parce que la renégociation va nous poser des problèmes majeurs. Comment est-ce qu'on va renégocier avec tous les fournisseurs aujourd'hui? Moi, je veux que nous Quand vous dites venions... on, c'est qui? L'État, puisque c'est l'État qui va financer au final. Oui. Il y a une espèce d'illusion dans tout cela. Lorsqu'on va plafonner le prix de l'électricité, lorsqu'on va proposer les renégociations pour que les fournisseurs baissent, puisqu'on est dans un système totalement libéralisé, le prix revendu, c'est l'État, c'est le contribuable. Il y aura un cofinancement, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire vendredi. C'est une blague le cofinancement, il faut mettre des mots sur les choses. C'est pas un cofinancement. Vous dites l'État qui va payer l'intégralité. Le contribuable, l'État, vous savez, c'est un mythe. Le contribuable. Alors comment l'aider sans que ce soit le contribuable à la fin qui paye? Va payer la facture et va payer l'impôt qui va avec. Je souhaite que nous avancions sur 2 mesures radicales. Et j'assume cette radicalité. La première, c'est de sortir immédiatement du marché européen de l'électricité. Voyez-vous, je le disais il y a quelques mois, je passais pour un comme les Espagnols, comme les Portugais. Oui, mais lorsque je le disais, je passais pour un illuminé.
Aujourd'hui, il faut que nous sortions du marché européen de l'électricité. Parce que le système de calcul de l'énergie est invraisemblable. Nous achetons, il faut que nos auditeurs, les spectateurs comprennent, nous achetons sur le marché européen de l'électricité, de l'énergie, qui est un marché boursier, l'électricité 4 à 5 fois plus que le coût de production que nous avions avec le nucléaire. Sortons immédiatement du marché européen. Qu'est-ce qu'on fait de l'accord avec l'Allemagne ? Négociation européenne. On casse nos accords. On casse l'accord avec l'Allemagne. On est parfaitement capable. Donc on se prive de l'apport. Non, ça ne veut pas dire qu'on se prive. Sortir du marché européen peut nous permettre demain d'avoir des accords bilatéraux, comme nous l'avions avant le marché européen de l'énergie, avec les pays voisins. Mais je veux que nous allions au-delà. Et peut-être que nous en parlerons avec mon collègue sénateur communiste tout à l'heure. À la reconstruction du pays, le général de Gaulle, avec les communistes d'ailleurs, avait considéré que l'énergie, comme l'alimentation, étaient des biens trop précieux pour être soumis au marché libéré. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne doit pas pouvoir demain échanger en bourse de l'électricité, comme on ne le fait pas pour l'eau, par exemple. Et je souhaite que cette matière-là ne soit pas une matière spéculative. Mais l'eau, on ne la produit pas, alors que l'électricité, on la produit. L'eau, on la produit, puisqu'on a des ressources en eau. Simplement, c'est un marché qui est un marché protégé. Et oui, pour l'électricité, je souhaite que nous sortions du marché boursier. Donc on nationalise ? Parce que, oui, c'est une manière de nationaliser, mais je n'ai pas de problème avec cela. Vous vous rendez compte où nous en sommes rendus ? Est-ce que vous n'êtes pas très seul dans votre famille politique, là, quand vous faites tout l'inventaire de ce que vous venez de nous dire sur les retraites, là, sur l'électricité, où vous pourrez être sur la même ligne que des communistes, est-ce que vous vous sentez bien chez LR ? Ah oui, je me sens profondément gaulliste. Ce que je vous ai dit il en reste beaucoup chez LR sur votre ligne ? Oui, il en reste beaucoup plus que vous ne le pensez, et certains qui s'ignorent. Alors 22 et quelques pourcents. Ouais, certains beaucoup plus que cela. Certains qui s'ignorent un peu et que je tâche de réveiller ou de révéler. Mais vous savez, vous diriez 1 sur 5 du coup, sur la base de votre résultat ? Je pense beaucoup plus que cela. Et puis vous savez, ce qui compte, c'est que nous reparlions au français. Est-ce que nos concitoyens ne se disent pas aujourd'hui que ce système du marché européen de l'énergie, auquel personne ne comprend rien, qui consiste à caler le prix de l'électricité sur celui du gaz, alors que nous étions capables de produire notre propre électricité, est déraisonnable ? Vous savez, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le politique est devenu un petit gestionnaire. Et que nous avons devant nous des problèmes gigantesques, et qu'à chaque fois, on refuse d'aller à la racine. Il n'y a pas de vision. Non, il n'y a pas de vision. Qui n'a pas de vision, Emmanuel Macron ? Mais pas seulement, voilà, de nombreuses années, les uns et les autres, que nous avons. Vous aussi. Mais nous avons contribué à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ce pays ne s'est pas effondré du jour au lendemain. Le marché européen de l'électricité, la libéralisation du marché européen de l'électricité, qui est-ce qui l'a fait ? C'est notre famille politique, sous les injonctions de Bruxelles et de l'Europe. Voyez une mesure précise. Depuis des années, la France résiste et elle a raison. Je suis bref. Sur l'hôpital. La France résiste et elle a raison à libéraliser nos barrages hydroélectriques. Si demain on réinvestit dans nos barrages, c'est la meilleure énergie renouvelable, on gagne 20% de production électrique sur nos barrages. Je souhaite que la France dise que définitivement, elle gardera le monopole d'État sur les barrages hydroélectriques parce qu'on ne soumet pas à la concurrence des infrastructures aussi stratégiques que nos barrages. C'est un premier pas vers la sortie de l'Europe que vous proposez en fait ? Pas du tout. Nous avons bâti l'Europe durant des décennies en n'ayant pas le marché européen de l'énergie. Je souhaite simplement que d'ailleurs, si on veut redevenir européen, on cesse de laisser l'Europe faire n'importe quoi. Sur l'hôpital qui est en crise, Emmanuel Macron a présenté ses vœux vendredi et a annoncé toute une réorganisation et notamment la fin de la T2A, c'est la tarification à l'acte pour les hôpitaux. Ça a été instauré par la droite. Est-ce que vous approuvez finalement la fin de cette tarification ? Oui, je le demandais depuis des années. C'est la droite qui l'a fait, c'est Roselyne Bachelot qui a porté cette mesure-là. Aujourd'hui, nous explique comment il faut sauver l'hôpital après l'avoir mis à genoux, pardon de le dire comme je le pense. Oui, il faut sortir de la tarification à l'acte, parce que c'était là aussi une manière, au fond, de faire rentrer la spéculation, les chiffres, là où ils ne devraient pas rentrer. Mais c'était le cas avant aussi. C'est une faute de la droite d'avoir fait ça ? Je ne sais pas. Vous savez, c'était pas la même situation de l'hôpital à l'époque, et à l'époque, c'était au nombre de lits, donc on avait énormément de lits. Je ne veux pas accabler ceux qui m'ont précédé. En fait, je pense que ça relève d'une ambiance. Vous savez, tout ce que nous avons évoqué sur le marché européen de l'énergie, être à la mode à cette époque-là, y compris il y a quelques années, lorsque je tenais ce discours, être à la mode, c'était considérer que le marché pouvait tout réguler. Eh bien, moi, je pense qu'être gaulliste, c'est peut-être ne pas être toujours à la mode et rappeler qu'il y a des impératifs, se soigner, avoir accès à notre énergie, à notre alimentation, qui doivent être soumis à des règles. C'est la meilleure manière de faire en sorte que le marché, par ailleurs, puisse produire ses effets positifs. La crise de l'accès aux soins, elle est absolument gigantesque. Je voudrais attirer votre attention sur un chiffre. Depuis des décennies, notre pays a vu la mortalité infantile baisser, la mortalité des bébés. Depuis des années, la mortalité infantile augmente. C'est un indicateur parmi tant d'autres d'un échec majeur
de l'accès aux soins, qui est pourtant le chantier le plus quelques secondes, Il y a une toute dernière problème question. sur les déserts médicaux notamment. Est-ce que vous soutenez une proposition de loi de Guillaume Garot, le socialiste, pour obliger l'installation des médecins dans certains territoires? J'ai fait une autre proposition, d'ailleurs ma famille politique l'a fait, je ne suis pas seul à l'avoir portée, qui n'était pas l'obligation, parce que je pense que l'obligation ne marchera pas, mais qui était de s'assurer que la dernière année de médecine, pas une de plus, la dernière actuelle, soit une année où on envoie nos jeunes médecins en mission dans les territoires ruraux. Et c'est ce qui va se faire d'ailleurs, puisque ça a été voté dans le dernier Comme projet de loi les énarques, de elles sécurité vont en sociale. préfecture. Exactement, mais je suis certain que... Non, je ne ferai pas de C'est commentaires sur les énarques. Mais je suis certain que nos médecins seront encore plus efficaces que nos énarques en préfecture, à qui je ne veux aucun mal. Oui, nous avons besoin de remettre de la médecine dans les territoires Vous croyez ruraux. que ça suffira? Ça ne Il n'y a pas suffira pas. d'obligation d'installation pour les jeunes étudiants qui Je pense iraient que si faire déjà leur la dernière année de là-bas. médecine est une année en mission, on produira des effets très positifs parce que ces jeunes-là, qui auront exercé dans le Lot ou ailleurs, se rendront compte qu'au fond, ce sont des endroits où on peut bien vivre et bien travailler. Merci beaucoup, Brigitte Merci à vous. Etam. À la semaine Merci. prochaine, bien sûr, dans Auditions publiques. Vincent Roux, on va tout de suite vous rejoindre. Vous êtes en direct du Figaro Live. Bonsoir, mon cher Vincent. La première question d'actualité que vous avez choisie pour Aurélien Pradier. Oui, la première question d'actualité, c'est ce choix du gouvernement de maintenir la chasse le dimanche. Est-ce que vous soutenez cette mesure souhaitée par le gouvernement ? Je n'étais pas favorable à une journée d'interdiction de la chasse parce que je pense que l'enjeu, c'est de cohabiter. C'est fondamental, il y a des règles à mettre en place. Je suis très favorable, et le gouvernement l'a annoncé, à ce que nous rédisions au plus minimum possible. Je serais même favorable à 0 pour ce qui est de l'alcoolémie. Et d'ailleurs, je vois, moi, mes propres chasseurs dans le Lot qui sont de plus en plus exigeants sur ce sujet. On ne doit pas pouvoir chasser si on a de l'alcoolémie dans le sang. Pour ce qui est de la journée, je pense que c'est une fausse bonne idée. Mais nous avons un enjeu de cohabitation. On ne peut pas le sous-estimer. Il y a une première étape qui est franchie. Est-ce qu'elle sera suffisante ? Je n'en sais rien. C'est un premier point d'équilibre. Tout est dit, vous avez eu votre réponse, Tout est dit, Vincent. ma chère Merci. Elisabeth. Alors à tout On à se l'heure retrouve pour à une autre 20h30. question d'actualité. Absolument. Marion Mourgue est face à vous. Bien sûr, grand Bonsoir. reporter à la rédaction du Figaro et plus précisément au service politique. Marion Mourgue, c'est à vous. Alors, vous l'avez dit en première partie, une réforme des retraites, c'est une réforme de société, une réforme importante. Est-ce que sur un texte comme ça, un futur numéro 2 de parti peut être en désaccord avec le président des Républicains, puisqu'Éric Ciotti a clairement dit qu'il voterait cette réforme ? Mais je ne vous ai pas dit que je ne la voterai pas. Et qu'est-ce qui vous dit, au fond, que nous sommes en désaccord ? Nous avons tous les deux une vision qui peut parfaitement se rejoindre. Voyez-vous, dans les points, les lignes rouges que j'ai fixées, sur les petites pensions, sur les carrières des femmes, sur la nécessité pour ceux qui ont commencé à travailler tôt de finir tôt, c'est une préoccupation qu'Éric, comme l'ensemble de mes amis, ont d'être juste. Mais le rôle d'un... Alors, dans le fond, pardon, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui d'Éric Ciotti sur la question ? Et pourquoi cherchez-vous absolument des différences ? Parce que vous ne On dites s'y pas avoir comme des lui, vous points n'assumez communs. pas le fait de dire « je voterai ces réformes si les conditions que je pose sont remplies ». Si les conditions que je pose sont remplies, oui. Mais je dis simplement... je voterai cette Je réforme. dis simplement qu'aujourd'hui, les conditions, nous en sommes loin. Et que si j'ai voulu les reposer, notamment sur la durée de cotisation, c'est parce que je sais qu'il y a un long chemin à faire. Au fond, ma mission, Marion Mourgue, elle est de faire en sorte que les convictions auxquelles je crois arrivent à convaincre beaucoup de mes amis politiques. Il y a quelque chose qui a changé dans mon parcours, c'est que je ne suis plus là pour faire du passage en force, comme parfois, un peu plus jeune, j'ai pu le faire. Je suis là pour convaincre. Et mes amis sont convaincus que nous devons reparler aux catégories les plus populaires. Il n'y a rien d'incohérent dans ce que je dis. Peut-être qu'il y a des choses un peu audacieuses, mais au fond, c'est aussi mon rôle d'être audacieux. Il y a aussi des petites différences. Vous dites actuellement pour vous, les conditions ne sont pas remplies. Avec ces mêmes conditions, encore une fois, Éric Ciotti a indiqué qu'il voterait cette réforme. Alors je reformule ma question. Est-ce que finalement on peut être loyal et garder sa liberté de ton quand on intègre une direction de parti ? D'abord, je ne sais pas si j'intègre une direction, c'est à Éric Ciotti de le décider. Et pour le reste, ni Éric Ciotti ni moi-même ne sommes des marionnettes politiques. Vous aurez sûrement observé que durant les mois passés, durant l'année précédente, j'ai fait entendre des convictions auxquelles je croyais. Je ne fais pas de politique pour des postes. Je fais de la politique parce qu'il y a des convictions que je souhaite faire entendre. Voilà ce qui me guide au quotidien. Et je vous assure, dans les convictions que je porte là, l'équation qui consisterait à dire est-ce que si je dis ça, je n'aurai pas le poste en question, etc.
mais ça ne me traverse pas l'esprit une seule seconde. Donc si vous C'est peut-être un n'arrivez problème, pas, mais je n'ai pas ce tempérament-là. si vous n'arrivez pas à un accord sur la réforme des retraites au sein même de votre famille politique, vous pouvez dire je n'intègre pas la direction, ça ne m'intéresse pas parce que justement le combat que je porte n'est pas défendu au plus haut. Mais les valeurs, c'est bien plus important que les responsabilités politiques. Mais vous savez, la proposition que j'ai faite à l'instant sur les 43 annuités qui doivent primer sur l'âge légal, c'est une proposition que j'ai faite avec mes collègues en réunion de travail en décembre. Et je vous assure qu'au sein de notre propre groupe politique, nous avons les uns et les autres cheminé. Moi-même, j'ai cheminé, c'est mon rôle, de faire des efforts d'imagination pour qu'au fond, les valeurs des uns et des autres se retrouvent. Éric Ciotti, comme tous mes amis, y compris ceux qui parfois sont irrités par ce que je peux dire, sont à mon sens convaincus que la droite ne reviendra pas au pouvoir si elle ne reparle pas à tous les Français. Tous. Et en particulier les catégories les plus populaires. Chacun a son rôle à jouer pour reparler aux uns et aux autres. Je sais que mon chemin, c'est de reparler aux électeurs les plus populaires. Et là-dessus, ça fait pour vous pas débat qu'il y aura une unité demain aux Républicains, parce que vous avez notamment une réunion de groupe, puis un séminaire de rentrée pour parler de cette question des retraites. Pour vous, il n'y a pas péril en la demeure entre les Républicains et la réforme des retraites? Non, je pense que nous allons arriver nous-mêmes à un point de rassemblement et demain que nous pourrons engager le bras de fer avec le gouvernement. Enfin, nous ne sommes pas dociles à droite, nous ne l'avons jamais été, ni Éric Ciotti, ni Bruno Retailleau, ni moi-même. On ne peut pas le devenir maintenant. Nous sommes qu'aux prémices de cette réforme. Il n'y a pas encore eu les débats parlementaires. On ne va quand même pas de suite dire que tout nous convient, d'autant plus qu'il manque des choses très importantes. Moi, je le dis à Elisabeth Borne, à qui je ne veux pas de mal, et à son gouvernement. Voilà les règles que je pose moi-même, et pas seulement moi, y compris certains de mes amis. Si ces règles-là sont respectées, notamment sur la durée de cotisation, ce qui serait une évolution majeure, je pense que tout le monde s'y retrouverait. Le pire dans cette réforme-là, c'est de vouloir imposer une réforme injuste. Et on voit bien qu'il y a une astuce dans cette réforme, qui est de pénaliser ceux qui travaillent le plus dur. Je le refuse. Alors vous dites bien engager un rapport de force avec la Première ministre. Est-ce qu'il y a de la place quand même aux Républicains pour ceux qu'on appelle les Macron compatibles, c'est-à-dire ceux qui aimeraient travailler avec Emmanuel Macron pour soit un contrat de gouvernement, soit intégrer le gouvernement? Est-ce que aujourd'hui pour vous, vous dites il faut les écouter aux Républicains, et notamment sur cette question de la réforme des retraites? Il faut écouter tout le monde. Mais enfin, si certains veulent rentrer au gouvernement, qu'ils se précipitent pour y rentrer. Non, ils prônent un rapprochement, certains, avec la majorité. Oui, mais moi, j'ai toujours refusé ce rapprochement-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est plutôt à eux de prendre leurs responsabilités. C'est vrai que si vous voulez que je vous réponde... Je ne dis pas partir, c'était pas à moi de leur dire de partir. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mais vous savez, vous m'avez toujours entendu dire que je trouvais assez insupportable ceux qui avaient le cul entre deux chaises. Pardon pour l'expression vulgaire, mais enfin, elle dit ce qu'elle veut dire. Et si certains sont tentés par la Macronie, au-delà du fait que ça me paraît être une folie à ce stade-là de l'être, qu'ils se libèrent de suite, mais qu'ils ne tentent pas en sous-main de nous embarquer vers des horizons qui ne seraient pas les nôtres. Et si je ne suis pas macroniste, ce n'est pas parce que je n'aime pas Emmanuel Macron, mais c'est parce que le projet de société qu'il a porté depuis des années n'est pas le mien. Voilà. C'est une divergence politique. C'est noble, une divergence politique. Cette divergence-là, pour moi, elle n'a pas changé. Alors, Éric Ciotti, qui est devenu président des Républicains, a fait toute la campagne en énonçant le fait que Laurent Wauquiez, pour lui, était le candidat naturel de la droite et qu'il fallait l'installer en 2023. Alors, ça tombe bien, on est en 2023. Vous dites quoi aujourd'hui? Il faut accélérer, il faut que Laurent Wauquiez prenne la parole un peu plus fort et s'installe comme le candidat naturel de la droite? Il faut qu'il continue à tracer son chemin. J'ai dit, d'ailleurs je sais que Éric, durant la campagne, avait évolué sur ce sujet, que précipiter trop les choses était à mon sens négatif pour notre candidat. Je ne pense pas que 2023 soit le bon moment, mais nous aurons le temps de voir venir. Il faut que Laurent Wauquiez, comme d'autres, trace leur sillon. Et puis, vous savez, on fait beaucoup de spéculations sur les uns et sur les autres, mais ce qui comptera, c'est pas seulement la tête du candidat. Ce qui comptera, c'est le message qu'il sera capable de porter. La droite ne réussira pas demain. Mais au fond, la France ne réussira pas demain, parce que c'est le plus important, si elle ne réussit pas à rassembler tous les Français. On ne peut plus gérer des clientèles électorales, on n'en a plus. Et donc il faut repartir à la conquête. Moi j'espère de Laurent Wauquiez, comme d'autres, qu'il soit capable de faire preuve d'imagination politique. Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007, ont gagné parce qu'ils n'étaient pas affreusement conventionnels. Ils ont gagné parce qu'ils ne répétaient pas ce que leurs prédécesseurs avaient répété éternellement, parce qu'ils ont osé. Pour l'un, la fracture sociale, pour l'autre, le travailler plus pour gagner plus. Il faut que nous soyons à nouveau des audacieux. La droite, plutôt la vie politique sans imagination, c'est une vie politique qui ne survit pas.
Et vous Dernière appelez question. justement Laurent Wauquiez à prendre un peu plus la parole. On l'entend peu dans le débat actuellement. Il avait dit ce sera Marine Le Pen ou moi, je serai une sorte de rempart. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte économique et social, la colère des Français, vous dites à Laurent Wauquiez, si tu veux avoir de la place en 2027, il faut s'exprimer aujourd'hui. Je ne sais pas si l'expression publique est nécessaire. Je sais seulement une chose, c'est que nous sommes à droite très loin du but. Il faut se le dire. Nous avons fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle. Et ce n'est pas lié à nos candidats, c'est lié au fait que nous ne portions plus aucun espoir. Nous avons tout à reconstruire. Et mon seul chemin, pour moi, il n'est pas personnel. Mon seul chemin, désormais, il est de contribuer collectivement, parce que j'ai pris ce goût du collectif, à apporter un espoir populaire. Tout le monde s'y retrouvera, et moi-même, avec mon tempérament, ma sensibilité, j'y contribuerai. Merci Marion de Mour. Merci Deux beaucoup. questions aux parlementaires que vous êtes. Aurélien Pradier, d'abord demain vote du projet de loi sur les énergies renouvelables, vous le voterez ? Non, je ne le voterai pas. Je ne le voterai pas parce que j'ai une opposition farouche à ce qui est prévu en matière d'éolien. Et pour moi, le chemin qui est engagé est un chemin de développement de l'éolien auquel je ne crois pas. C'est dit. Gérald Darmanin va présenter, lui, son projet de loi sur l'immigration. Ça va être un texte important dans les semaines qui viennent. Il a multiplié les appels du pied à la droite. Tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons, dit-il. Et là, est-ce que... Nous verrons, je n'ai pas vu le texte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais si Gérald Darmanin est revenu à ses origines, tant mieux. Moi, je me suis beaucoup Qu'est-ce que habitué... vous voudriez voir dans ce texte pour accepter Nous de avons voter ? demandé des décisions très fermes sur la réduction massive de l'immigration légale et illégale, mais légale en particulier parce que c'est un vrai sujet. Nous avons demandé des mesures fortes sur les questions d'assimilation qui sont essentielles et souvent oubliées des mesures et des textes d'immigration. Mais le débat parlementaire viendra, nous verrons si Gérald Darmanin est sur nos positions, nous verrons cela. Mais avec Gérald Darmanin, on est habitué aux grandes phrases et aux petits actes. Je ne suis pas certain que ça y déroge cette fois-ci. Mais vous attendez pour voir. Bien sûr, mais enfin, ce serait absurde, même si je n'ai pas d'amitié particulière pour Gérald Darmanin, compte tenu de son comportement politique aléatoire, ce serait absurde de vouloir le plus grand mal pour mon pays. D'un mot, oui ou non, êtes-vous favorable à la réintégration des soignants Oui, non je le suis. vaccinés? Je le suis, je Vous l'ai l'êtes toujours toujours, dit, vous n'avez pas bougé. parce qu'il est temps de recoller les morceaux dans ce pays. Face à vous, Pierre Laurent. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Laurent, sénateur communiste. Ben voilà, vous avez accepté aussi le principe du débat et nous vous en remercions. J'imagine que c'est le débat sur les retraites d'abord qui va constituer votre principale interrogation. Évidemment, oui. Oui, j'ai envie de revenir sur le débat des retraites. J'ai écouté Monsieur Pradier dans la première partie de l'émission. Bon, vous parlez de lignes rouges. Moi, j'ai l'impression que vos lignes rouges, elles sont pleines de trous, quoi. Et qu'en fait, vous êtes déjà sur la position d'Éric Ciotti qui a annoncé ce week-end le ralliement des LR à la réforme. Parce que vous construisez tout un discours pour dire qu'il y aurait une opposition entre l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal. En vérité, on se dirige vers une réforme où on va avoir les trois. On va avoir le report de l'âge légal. Je ne sais pas si ça sera 64 ans ou autre chose. On va avoir l'allongement de la durée de cotisation, parce que ça aussi, ça sera dans le projet gouvernemental. Et donc, on va avoir, avec ces deux choses cumulées, pour des millions de Français, la baisse de leur niveau de pension, contrairement à ce qui est annoncé. Parce que beaucoup n'arriveront pas à réunir ces conditions au moment où ils seront obligés de partir en retraite. Donc en fait, on va vers une réforme complètement injuste. Et bon, je vois bien comment vous vous démenez pour essayer de faire croire que vous allez installer des lignes rouges. Mais en vérité, vous vous installez dans une perspective qui est une perspective de dégradation massive du droit à la retraite pour les Français, alors même qu'il y a une colère dans le pays extrêmement forte. Parce que j'imagine que vous rencontrez des Français comme moi, souvent sur le terrain. Je n'en rencontre pas un seul qui soit favorable à cette perspective aujourd'hui. Peut-être qu'ils existent sûrement un peu, mais tous les sondages d'opinion ont l'air de confirmer ce qu'on entend sur le terrain, c'est-à-dire une colère très forte contre ça. Donc je pense que vous devez quand même essayer d'assumer avec un peu plus de franchise ce qu'est votre position. Alors que je vous ai entendu... Une ligne rouge à trous, quoi, en pointillés. Vous savez, ce que je dis là, je le dis depuis des mois, objectivement. Donc ce ne sont pas du tout des postures. Ce que je dis sur les petites retraites, je l'ai toujours dit. Et vous savez, parfois j'ai été en contre-courant dans ma propre famille politique lorsque je disais que l'âge légal n'était pas l'alpha et l'oméga. Et vous savez, à l'époque, certains de mes amis me disaient justement que ma ligne rouge n'était pas assez rouge. Vraiment, lorsque je dis que nous avons un problème aujourd'hui, nous aurons des divergences sur certains aspects. Nous avons un problème, c'est que cette réforme, elle va faire de ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans des grands perdants.
Les 43 annuités de cotisation, c'est la réforme Touraine. C'est une réforme socialiste, c'est pas du tout une réforme de la droite. En l'occurrence, ceux qui vont commencer à travailler à 20 ans, qui sont les travailleurs que vous rencontrez comme moi, qui vont être cassés par le travail, arrivés à 60 ans ou à 62 ans, je ne veux pas qu'ils soient pénalisés. Et croyez-moi, avec franchise, si je dis que c'est une ligne rouge pour moi, c'est que c'est une ligne rouge. 43 et je ne années de transigerai cotisation, vous ne réglez pas le problème. Quelqu'un qui a 20 ans partira donc avec une carrière complète, en supposant 43 années, à 63 ans, déjà 1 an de plus que l'âge légal actuel. Non, je prends... Et, C'est déjà pardon, l'âge soyons- moyen de départ. et aujourd'hui, vous avez des gens effectivement qui commencent très tôt, et il faut traiter effectivement pour les carrières longues la possibilité même de partir beaucoup plus tôt. Vous savez que nous continuons à défendre le principe d'un départ à la retraite à 60 ans. Et pour les autres, tous ceux, par exemple, qui vont partir à 20 ans, à 21 ans, qui vont commencer à travailler, à 20 ans, à 21 ans, 22 ans, avec votre propre système, même on dépasse les 64 ans, parce que si on commence soyons à 22 ans, précis. avec 43 années de cotisation, tout le monde comprend ça, on finit à 65. Non, je vais essayer de préciser ce que je vous disais. Les 43 annuités, c'est la perspective de la réforme Touraine. Tant que nous ne sommes pas à l'horizon de la réforme Touraine, on est sur 42 annuités, et je ne souhaite pas qu'on aille au-delà de la réforme Touraine. Donc c'est d'abord 42 annuités, et ensuite 43. Mais là où nous pouvons nous accorder, c'est qu'on a un point de désaccord sur l'âge légal de départ à la retraite. Je ne souhaite pas qu'on le réduise, je souhaite que ce soit la durée de cotisation qui prime. Pour ceux qui ont commencé à travailler après 21 ans, ça ne change rien puisque la durée de cotisation les fait atterrir à peu près à l'âge légal aujourd'hui. Là où nous avons un sujet, et c'est un point d'accord que je peux avoir avec certains de vos amis politiques, ce sont pour les carrières longues. On a un chemin important à franchir encore, parce que nos téléspectateurs le savent sûrement, pour obtenir une carrière longue, il faut avoir travaillé avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans, et avoir cumulé un certain nombre de trimestres. Souvent, on n'y arrive pas. Je souhaite qu'on soit beaucoup plus souple sur ce sujet. Et je le redis, et vous avez ma parole et mon engagement, devant vous, mais aussi devant ceux qui nous écoutent, je ne céderai pas sur cette question de ceux qui ont commencé à travailler tôt, parce que c'est une question de on verra justice si on se retrouve sur cette question précise, mais vous ne pouvez pas dire plus vous allongez la durée de cotisation, plus vous dégradez la possibilité d'accéder à une retraite dans de bonnes conditions. Nous sommes d'accord que Parce c'est que la réforme contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, interrompez. vous avez dit tout à l'heure, les générations précédentes ont eu des carrières hachées, ça sera moins vrai demain. Oui. C'est exactement l'inverse. Ce que je disais, Les générations précédentes non, ce n'est pas ce que ont je eu disais. souvent des emplois fixes dans la même entreprise pendant très longtemps. C'était le cas de mes parents et d'autres, etc., des gens autour de moi. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, ce qui caractérise le monde du travail, c'est les carrières hachées. Eh bien, singulièrement pour les femmes, eh bien, pour c'est tous les utile, jeunes, etc. c'est utile. Donc, plus vous allez durcir les conditions d'accès à la retraite, plus vous allez dégrader l'accès. Mais je voudrais ajouter une autre chose. Attendez, vous permettez qu'ils répondent quand même sur cette assertion-là. ce point-là. Bon, on a un point de désaccord, notamment sur l'âge légal. Et ça, c'est pas très grave, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Là où je pense vraiment qu'on peut avoir un combat, je ne sais pas s'il est commun, mais en tous les cas, dans l'hémicycle, nous aurons ces combats-là. Ce sont pour les carrières longues. Je souhaite y être attentif autant que vous l'êtes. Lorsque je parlais des carrières hachées, tout à l'heure, je parlais des femmes. La génération de mes parents, de mes grands-parents, avait moins de systèmes aujourd'hui que nous avons aujourd'hui dans les carrières des femmes. Et là, on a un chemin encore considérable à réaliser. L'écart, et vous en serez d'accord, de pension, de retraite entre des femmes et des hommes est entre 30 et 40%. C'est-à-dire que c'est encore plus grand que l'écart de salaire tout au long de leur carrière. C'est absolument gigantesque. Sur ça, je souhaite que nous avancions. Mais sur la durée de rentrerai cotisation, pas. vous assumez J'assume le fait la réforme. que vous allongez la durée de cotisation quand Pierre Laurent dit que Elle n'est pas allongée. Je souhaite que nous la réforme calions Touraine, elle l'allonge. sur la réforme Touraine. Oui, mais Elle l'allonge de fait. Donc on l'allonge. sauf que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle réforme Non. pour voir son entrée en application. La réforme Touraine, portée par les socialistes... Pourtant, c'est de ça dont on parle, d'une nouvelle réforme. Donc on va Mais bien la toucher à des réforme choses Touraine, dans pardon cette- de le dire aussi, qui a quand même été portée par la gauche. Enfin, pardon. Mais Pas c'est- par les communistes, D'accord, comme vous le par la savez. gauche, plus que par la droite. combattu cette réforme. Cette réforme Touraine, je souhaite qu'on la conserve telle qu'elle est, qu'on n'aille pas au-delà parce que c'est inutile. Et là où nous avons un sujet considérable, ce sont les 8 milliards d'euros de pension d'invalidité que j'évoquais tout à l'heure. Je sais que votre famille politique le revendique et vous avez raison. On sait aussi qu'on va avoir un effet de bord. Le rapport de la DRES nous dit que si on augmente seulement l'âge légal sans aucune autre mesure, on va passer de 8 milliards à 12, parfois un peu plus, peut-être 13 milliards d'euros de pension d'invalidité. Et ce n'est pas le rapport au travail que vous souhaitez. Ça fait la moi, d'ailleurs. jonction avec l'autre remarque que je voulais vous faire. C'est qu'en fait, cette réforme, son grand tort, c'est qu'elle passe à côté du grand sujet des Français. Parce que le grand sujet des Français aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est
la qualité de la production et des services publics en particulier. Si nous nous attaquons à ces questions-là, c'est-à-dire si nous créons tous les emplois qui manquent dans le pays, et on sait qu'aujourd'hui il en manque partout et beaucoup, dans les services publics, mais aussi dans la production industrielle. On parle de ça tous les jours. Si on s'attaque à ça, nous n'avons plus de problème de financement des retraites. Donc, en vérité, la réforme qui joue actuellement pour dégrader les conditions de retraite, c'est une réforme qui va faire payer aux retraités, aux futurs retraités, une absence de politique sérieuse en matière d'emploi, en matière de salaire, en matière de qualité d'embauche pour la production et les services. Vous comprenez, on va dégrader les conditions d'accès aux retraites aux infirmières, alors que la question, c'est que si on embauchait, et si on formait, et si on embauchait toutes les infirmières... Quelle est la solution ? Il faut les former. Oui, mais la formation des infirmières, en quelques années, ça peut avancer très vite. On peut avancer très vite et très fortement. Et si on fait ça, et même si ça prend 10 ans, vu que les niveaux de déficit sont en vérité très faibles aujourd'hui au niveau des retraites, on trouvera les conditions d'un équilibre complet du régime, etc. Et si on le fait dans tous les domaines. Si on ne fait pas ça, on va cumuler un manque de recettes qui va continuer à s'aggraver avec une dégradation des conditions d'accès à la retraite. Eh bien, je partage votre vision. Alors à ce moment-là, il ne faut pas faire cette réforme, il faut voter contre, il faut passer à autre chose. Je vais aller jusqu'au bout, rassurez-vous, on aura aussi des points de désaccord. Mais si on s'arrête un instant, historiquement, on a eu, la droite et les communistes, beaucoup de divergences. Et on en a encore, et tant mieux pour vous comme pour moi. Mais sur la valeur du travail, je pense qu'il nous est arrivé d'avoir le même respect de l'effort et le respect des travailleurs. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, le déséquilibre de notre système n'est pas seulement lié à une question démographique. Il est lié aux 35 heures, au fait qu'on travaille moins, qu'il y a moins d'emplois, qu'on a désindustrialisé ce pays, qu'on a entre 4 et 500 000 emplois vacants dans les secteurs en tension, etc. etc. On ne sera pas d'accord sur les solutions. La solution que je proposais de travailler... C'est quand même l'essentiel. 38... Oui, le constat, c'est important. On s'attaquerait à ça lorsque je propose qu'on réglerait le problème des retraites. Je le reconnais totalement. Sans dégrader les conditions d'accès aux retraites. Et même, on pourrait progressivement revenir, se réapprocher et c'est la raison pour laquelle, des 60 ans. Y compris dans les jours qui viennent, je vais redire combien, compris à mes amis politiques, nous ne pouvons pas appréhender la réforme des retraites seulement par le petit bout de la lorgnette. Il faut aussi revoir l'ensemble du monde du travail. Et quand je propose la semaine de 38 heures en 4 jours, on aura des désaccords sur l'idée, mais je sais ce que vous allez en dire. Mais de mon point de vue, d'homme de droite, elle permet aussi de redire qu'il nous faut produire davantage. Moi, je suis d'accord sur une idée, c'est que la France, globalement, peut mieux travailler et plus travailler si on fait travailler ceux qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, à qui on impose des carrières hachées, à qui on ne donne pas de travail après 50 ans parce qu'on les vire des entreprises, mais pas faire continuellement travailler plus ceux qui sont au travail. Et c'est à nouveau ce que vous proposez. Non, pas nécessairement. Alors vous le proposez d'une manière différente, mais vos recettes, c'est toujours les mêmes. C'est continuer à faire travailler plus ceux qui travaillent en laissant sur le carreau tous ceux qui n'arrivent pas à accéder au travail. Je vous assure que si on résolvait ces problèmes, les recettes que, si vous permettez, les recettes que je propose sont un peu nouvelles. Mais 38 heures sur 4 jours. Oui, je conviens que ça puisse être perturbant, mais y compris, vous savez, pour mes propres amis politiques. Sauf que j'appartiens à une génération qui est une génération qui a soupé des 35 heures. C'est-à-dire qu'on a compris que les 35 heures donnaient un confort de vie, mais ne permettaient pas de profiter de ses loisirs parce qu'on ne pouvait pas gagner davantage. Et donc j'ai beaucoup de ma génération qui cherchent à pouvoir travailler davantage. On porterait le jugement que vous voulez là-dessus, pour avoir un salaire meilleur, pour mieux faire vivre leur famille et de pouvoir organiser leur temps de travail différemment. C'est pas possible pour toutes les entreprises, j'en ai conscience. Mais je pense que c'est un sujet que nous devons explorer, comme d'ailleurs la Belgique est en train de le faire, de manière assez intéressante. C'est ce que la droite a travaillé plus pour gagner plus, c'est ce que la droite de Nicolas Sarkozy a essayé de faire croire aux Français. Je suis heureux que vous disiez que je suis de droite parce que mes amis politiques parfois en doutent. Comme solution. C'est bien qu'un communiste et on sait que cette solution, elle ne correspond pas à ce qu'attendent les Français, parce que dans énormément de filières, les gens s'épuisent au travail. Et aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est pouvoir, au contraire, pouvoir respirer. En plus, depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur travail. Donc les gens veulent pouvoir travailler mieux, peuvent pouvoir respirer dans leur vie et gagner correctement leur vie. Et si on s'occupait
d'aller dans cette direction, eh bien, on donnerait du travail à plus de monde et on arriverait à produire mieux, à rendre de meilleurs services à la société. Et donc, on travaillerait au bien collectif. Je crois que la faute originelle de la gauche, mais d'ailleurs, votre présidente de parti l'a dit assez justement, je trouve, la faute originelle de la gauche est d'avoir dégradé la valeur du travail. Vous savez comme moi, parce que vous rencontrez des travailleurs tous les jours, je le sais. Passez un communiste, que le travail, vous savez très bien que nous passons notre temps à défendre les travailleurs. Et c'est pour ça, votre temps, oui, c'est vrai. C'est vrai que M. Roussel l'a dit, et je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Il nous faut retrouver la valeur du travail, parce que c'est ce qui, à l'époque de l'après-guerre, au moment de la reconstruction, a permis d'irriguer l'ensemble de nos systèmes de solidarité. On aura des désaccords sur les solutions, mais on peut avoir un point d'accord pour dire que c'est par le travail, la revalorisation du travail et de l'effort, qu'on peut assumer toutes les formes de solidarité. Des salaires pendant qu'on travaille, des bonnes conditions de travail, un droit à la retraite mérité, suffisamment tôt pour pouvoir profiter d'une retraite en bonne santé, parce que on parle du temps dont on dispose après la retraite, mais le problème c'est d'avoir un temps de repos en bonne santé et pour pouvoir profiter entre les ouvriers et d'ailleurs et les autres, nous faire du bien à la société, parce qu'on sait que les retraités sont extrêmement actifs dans la société, par exemple dans la vie associative de notre société. Nous sommes d'accord. 38, pardon, je reviens sur 38 heures sur 4 jours, quel est l'intérêt ? L'intérêt est d'associer deux valeurs qui, pour moi, sont importantes. La valeur de l'effort et du travail. Aujourd'hui, on travaille autour de 36 heures en moyenne dans notre pays, un peu plus. Passer à 38 heures, c'est gagner 2 heures de plus, donc de salaire, mais aussi de cotisation, donc de systèmes qui irrigueront, de cotisations qui irrigueront notre système. C'est le travailler plus. Et les 4 jours, parce que la société a changé. Et que je le vois bien aujourd'hui, y compris dans des grandes entreprises industrielles, j'en ai une dans le Lot, qui, dans l'industrie agroalimentaire, ils sont en train de travailler sur cet aménagement des semaines. Et je ne veux pas qu'il n'y ait que les cadres qui puissent bénéficier de cela, ce qui est déjà le cas souvent aujourd'hui, avec des semaines de 4 jours. Donc vous dites que c'est gagner plus pour une qualité de vie supérieure. C'est travailler plus, gagner plus et travailler mieux. Alors je sais que parfois ça peut perturber, y compris à droite, mais au fond, je crois que ça correspond aux aspirations de notre société, sans sacrifier une valeur fondamentale que les 35 heures avaient sacrifiée, c'est la valeur du travail et de l'effort. Qu'est-ce qui a inspiré cette idée ? Ce ne sont pas les 35 heures qui ont sacrifié ça. C'est le fait qu'on n'a pas voulu accompagner la réforme des 35 heures des créations d'emplois qui devaient aller avec. C'est pas ça, c'est une théorie. Les 35 heures à l'hôpital. On n'a pas voulu, on a fait les 35 heures, mais on n'a pas voulu créer les emplois qui devaient accompagner cette réforme. Parce que c'est une chimère. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse à cause de ces politiques-là. C'est une chimère. Le partage du temps de travail ne produit pas plus d'emplois. Et surtout, ça a instillé dans la société l'idée que le travail était un problème. Je ne le crois pas. D'où vient cette idée ? Qui vous parle de ça ici ? Personne ne vous dit que le travail est un problème. Bien. Mais lorsqu'on défend les 35 heures, le travail est... On peut le rendre intéressant, on peut le rendre épanouissant. On n'est pas obligé d'épuiser les gens au travail, on n'est pas obligé de toujours intensifier le travail. C'est même ça, d'ailleurs, toutes les études le montrent, qui dégrade souvent la qualité du travail. Parce que les gens, quand ils commencent à être épuisés, fatigués, stressés, qu'ils ne peuvent plus se concentrer sur le travail, produisent un mauvais travail. Allez interroger des gens dans les entreprises ou dans les services publics, ils vous diront tous, laissez-nous travailler correctement. Cessez de nous presser comme des citons. Comme pour répondre à Elisabeth Martichoux à l'instant, très vite, parce que je crois que vous voulez poser une question sur l'énergie, il reste 3 minutes. Cette idée-là, elle ne sort pas de ma tête un jour de rêve ou d'alcoolémie forcée. Non, cette idée-là, elle vient des discussions que j'ai avec les entreprises et avec les Français depuis des années. Et certaines entreprises l'installent déjà, y compris industrielles, et me disent tester cette idée. Tout le monde ne pourra pas le faire, mais commençons à y travailler. Alors, le prix de l'énergie, Pierre Laurent, patronaux qui travaillent sur ce ne sont pas ceux avec qui je discute trouver d'autres manières d'intensifier le travail. Et je respecte beaucoup les chefs d'entreprise. Malheureusement, on va aller plus vite sur l'énergie. J'avais une question, mais là, on sera peut-être un peu plus convergent, parce que je vous ai entendu tout à l'heure. On est dans une situation catastrophique. Et à mon avis, on n'a rien vu, parce que les prix de l'énergie sont en train d'étrangler les foyers, mais les TPE, les PME, les collectivités locales qui ne savent pas comment. Donc il faut s'attaquer sérieusement au problème. Moi, je crois que le cœur du problème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut se déconnecter du marché européen de l'électricité actuel. Pourquoi ? Parce que nous avons des prix qui n'ont rien à voir avec les prix de production dans notre propre pays, alors que nous sommes des producteurs d'électricité qui sont capables de satisfaire leurs besoins, même si on a besoin aussi d'interconnexion, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Nous allons soumettre, avec mon ami Fabien Gay, une proposition de résolution européenne sur ce thème jeudi prochain au Sénat.
crois pas que vos amis des LR soient décidés à la voter à cette heure-là, mais on va essayer de les convaincre. Donc si vous avez un peu d'amis dans le groupe des Républicains au Sénat, vous pouvez peut-être leur conseiller de voter, parce que c'est exactement la proposition que nous faisons. Parce que quand j'entends Bruno Le Maire se satisfaire du fait qu'à 280 euros du mégawattheure, on devrait être satisfait, on se moque du monde. Alors, je veux dire, on est à 5 ou 6 fois le prix de production de l'électricité en France. Oui, il y a convergence, mais sûrement parce que historiquement, on a fait partie de ceux qui avons fondé aussi la souveraineté, les gaullistes et les communistes avons fondé la souveraineté énergétique de notre pays. Il y a convergence sur la sortie du marché européen de l'électricité. Il y a convergence sûrement sur le fait de dire qu'on ne peut pas continuellement soumettre à la spéculation boursière la question de l'électricité. Et puis il y a une autre convergence, parce que c'est un combat que nous avions mené en commun, ici à l'Assemblée nationale, je m'en souviens, sur le refus de mettre en concurrence nos barrages hydroélectriques, qui sont le patrimoine des Français et qui relèvent de notre souveraineté. Et là-dessus, je vous rejoins là-dessus. Je pense que la France devrait cesser de se laisser embarquer dans des négociations qui n'en finissent pas. Il faut dire à la Commission européenne que pour la France, cette question est tranchée. Nous ne toucherons pas à la maîtrise publique des barrages hydroélectriques. Point final. Intéressant. Il faut être un peu ferme sur cette question. Vous avez entendu le message. Travailler au corps, les sénateurs LR, pour voter la proposition. Jeudi, ça peut être réglé, ce problème. Après, ça viendra à l'Assemblée nationale. Elle arrive quand, la proposition ? Jeudi après-midi, je suis venu d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat cette proposition de résolution. Passionnant. Merci beaucoup. Vous restez encore quelques instants. On va écouter ensemble la question de Vincent Roux, question d'actualité en direct du Figaro Live. Cher Vincent, c'est à vous. Oui, on quitte les débats passionnants sur la souveraineté énergétique. Question d'actualité, est-ce que selon vous, Aurélien Pradié, Noël Le Graët doit démissionner de son poste de la Fédération française de football après ce que tout le monde présente comme un nouveau dérapage au sujet de ses propos concernant Zinedine Zidane? D'abord, il devra avoir honte, parce que j'ai trouvé ça absolument misérable. Et pour tout vous dire, je trouve que c'est une parole abrutie. Voilà, pardon, je ne le traite pas d'abruti lui-même, mais je considère que sa parole l'est. Et quand on a des propos de comptoir comme ceux qu'il a eus, je pense qu'il est temps de prendre sa retraite. Oui, il y a des sujets sur lesquels je suis favorable à ce qu'on avance l'âge de départ à la retraite. Vincent ? Il a 81 ans. Il doit démissionner. Juste, alors question subsidiaire, on vient de l'apprendre pendant que vous faisiez cette émission. Hugo Lloris annonce sa retraite. Vous regrettez cette décision? On rappelle qui est Hugo Lloris quand même. Le gardien de but de l'équipe de France de football. Qu'on a vu à l'œuvre pendant le mondial. Merci. Je suis certain qu'il a mérité sa retraite et qu'il transmettra le flambeau à d'autres joueurs qui nous feront rêver. Bon, alors moi aussi, j'ajoute ma petite question, ma pierre à l'édifice. Zidane, ce serait bien qu'il entraîne un jour l'équipe de France? Est-ce qu'il en a la volonté? Je n'en sais rien. Est-ce qu'un excellent joueur mythique peut être un excellent entraîneur de l'équipe de France? Sûrement. Mais c'est une décision très personnelle en réalité. Je ne suis pas certain même qu'il en ait la volonté. En tous les cas, il fait partie des hommes, et comme d'autres femmes d'ailleurs, nous ont fait rêver. Et ça, c'est un point commun que nous avons tous les Français, d'avoir des personnalités qui nous font rêver. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, d'avoir des personnalités qu'on respecte juste parce qu'elles nous font rêver. Une ultime question pour vous, Aurélien Pradié. Imposer le port de l'uniforme à l'école à tous les élèves, c'est non, a dit le ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière. Selon lui, ça ne réglera pas le problème, parce qu'un uniforme, on peut le customiser, on peut le personnaliser. En revanche, il est d'accord pour les établissements, si les conseils d'établissement sont d'accord, le décident au cas par cas. Vous aviez fait une proposition dans ce champ. Est-ce que ce en même temps, si je puis dire, du ministre de l'Éducation nationale vous satisfait? Moi, je souhaite qu'on teste cette idée. Je n'en veux pas une religion. Je pense que c'est un sujet parmi d'autres, que ça ne réglera pas tous les problèmes. Je ne suis pas certain que laisser la seule liberté aux établissements permette de régler tous les sujets, parce qu'en réalité, ce sont sûrement les établissements dans lesquels c'est le plus facile de le faire qui vont le tester, et sûrement pas ceux dans lesquels il y a le plus de difficultés, ni même de disparités sociales. Donc je serais assez favorable à ce qu'on le teste dans tous nos établissements, sans en faire une religion ou un dogme. Je trouve que le ministre de l'Éducation... dans tous les établissements, ou qu'on fasse un test? Non, qu'on le teste. Si on veut vraiment que ça ait un effet, il faut, à mon sens, le faire de manière généralisée. On peut aussi tirer les enseignements au bout d'1 ou 2 ans de cela.
Bon, ça chemine. Enfin, l'école, c'est l'avenir. Moi, je suis pas sûr qu'on règle les problèmes. Je suis même sûr du contraire. On ne les réglera en pas tous, vous avez revenant en raison. arrière, parce que bon, en fait, Voilà. il s'agit d'un retour en C'est le mot de la arrière, fin. nostalgique, Merci. et c'est pas plus comme ça qu'on va Merci faire encore avancer Pierre l'école et Laurent la jeunesse. et Aurélien Pradier d'avoir Merci à vous, accepté avec de plaisir. débattre ensemble. Merci C'était à vous. passionnant. Merci à Vincent Roux. Bonne soirée. Vincent, la semaine prochaine, merci d'avoir suivi Audition Publique. On se retrouve donc la semaine prochaine sur LCP et Public Sénat à 19h30. Bonne soirée à tous.